La fin de la Seconde Guerre mondiale en mai 1945 marqua l'effondrement du Troisième Reich, mais déclencha également l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire moderne. La fuite systématique de certains des criminels de guerre les plus recherchés de la planète. Alors que les Alliés célébraient la victoire et que les procès de Nuremberg commençaient à articuler la notion de crime contre l'humanité, des centaines de hauts commandants militaires et d'officiers de la SS se dissolvaient dans l'obscurité, adoptaient de nouvelles identités et traversèrent les frontières avec une efficacité qui s'avérait presque inexplicable pour leurs poursuivants. Les généraux et commandants de l'armée nazie qui disparurent représentaient bien plus que de simples fugitifs. Ils étaient les architectes opérationnels du génocide, les hommes qui signèrent les ordres d'exécution de masse, qui supervisèrent les camps d'extermination et qui dirigèrent des campagnes de violence systématiques à travers toute l'Europe. Certains furent capturés, jugés et exécutés, mais d'autres, de manière surprenante, ne rendirent jamais de compte. Les ratlines, ou lignes de rats, furent des itinéraires d'évasion organisés qui commencèrent à fonctionner avant même la fin officielle de la guerre. Elles opéraient à plusieurs niveaux, des réseaux ecclésiastiques, des organisations de renseignement qui recrutaient des nazis à leurs propres fins, et des cellules de survivants qui agissaient avec une discipline presque militaire. Le réseau Odessa, dont l'acronyme en allemand signifie « Organisation des anciens membres de la SS », fut pendant des décennies considéré presque comme un mythe urbain. Cependant, des documents déclassifiés par la CIA dans les années 2000 et les enquêtes de Simon Wiesenthal confirmèrent son existence opérationnelle. Odessa canalisait l'argent, les faux documents et les contacts depuis l'Europe occidentale vers l'Amérique du Sud, principalement à travers l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et la Bolivie. Le rôle du Vatican dans ces réseaux demeure l'un des aspects les plus débattus et documentés de l'après-guerre. L'évêque autrichien Alois Udall, recteur de l'Institut pontifical théologique de Santa Maria dell'Anima à Rome, utilisa sa position pour obtenir des documents de voyage délivrés par la Croix-Rouge internationale au nom de personnes dont la véritable identité dissimulait des criminels de guerre. Udall signa personnellement des lettres de recommandation pour des individus qui apparaîtraient plus tard dans les registres sud-américains sous des noms totalement différents. Udall lui-même écrivit dans ses mémoires, publiés en 1976, qu'il considérait son travail comme une mission chrétienne d'aide aux persécutés, sans expression publique de conscience quant au poids des crimes de ses protégés. Le système de la Croix-Rouge internationale fut exploité de manière systématique. L'organisation délivra des documents de voyage pour personnes déplacées, sans vérifier exhaustivement leurs identités. Une politique qui répondait aux besoins réels de millions d'Européens déplacés par la guerre, mais qui fut délibérément mise à profit par les fugitifs nazis. Les estimations conservatrices calculent que plusieurs centaines de criminels de guerre obtinrent des documents de la Croix-Rouge en utilisant de fausses identités. Les services de renseignement américains et britanniques jouèrent également un rôle ambivalent. L'opération Paperclip, exécutée par l'Office des services stratégiques des États-Unis et son successeur, la CIA, recruta plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et spécialistes du renseignement nazi pour les intégrer dans l'appareil militaire et scientifique occidental durant la guerre froide. Ce processus créa inévitablement des zones grises dans lesquelles la coopération avec d'anciens nazis générait des obstacles institutionnels à leur poursuite. L'Espagne sous Francisco Franco représenta un autre axe fondamental. Le gouvernement franquiste, idéologiquement proche du nazisme, facilita les transits et, dans certains cas, fournit un refuge temporaire ou permanent aux fugitifs. Depuis l'Espagne, beaucoup poursuivaient leur voyage vers l'Argentine, où Juan Domingo Perón avait établi une politique active d'accueil des Européens ayant un passé dans le camp de l'Axe. Un autre élément fréquemment ignoré fut le réseau d'anciens combattants allemands dans des pays neutres tels que la Suède et la Suisse. Bien que ces pays eussent coopéré plus activement avec les Alliés pour la remise de certains fugitifs, il y existait également des réseaux privés qui facilitèrent le transit de personnes munies de documentation compromettante vers des destinations plus réceptives. Les archives du service de renseignement suisse, partiellement déclassifiées dans les années 2000, montrent que les autorités helvétiques avaient connaissance d'au moins certains de ces transits, mais priorisèrent la stabilité interne sur la coopération judiciaire. La géographie des routes d'évasion suivait des schémas identifiables.
La route du Nord passait par le Danemark et la Suède, fréquemment utilisée par des agents de renseignement que l'Occident voulait récupérer avant que l'URSS ne les capturât. La route du Sud, la plus empruntée par les criminels de guerre qui cherchaient l'Amérique latine, passait par l'Italie, avec Rome comme nœud central où la présence ecclésiastique facilitait la documentation, et de là vers les ports de Gênes ou de Barcelone pour s'embarquer à destination de Buenos Aires, Montevideo ou Rio de Janeiro. Heinrich Müller, Alois Brunner et Walter Rauff. Heinrich Müller occupe une place singulière dans le panthéon des criminels de guerre disparus, car il fut, paradoxalement, le chef de la police secrète la plus redoutée du régime nazi, la Gestapo. Né à Munich en 1900, Müller gravit les échelons de la police bavaroise avant d'être absorbé par la SS sous la direction de Reinhard Heydrich. En 1939, il était Gruppenführer de la SS et chef de la Gestapo, responsable des arrestations de masse, des déportations et de la machine répressive qui soutenait la terreur nazie à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Allemagne. Sa carrière antérieure au nazisme était celle d'un professionnel de la police efficace, mais idéologiquement ordinaire. Les registres de la police bavaroise des années 1920 montrent que Müller était apprécié de ses supérieurs comme un détective compétent et analytique. Sa transition vers le nazisme fut opportuniste plutôt qu'impulsée par l'idéologie, du moins dans ses étapes initiales. Cette caractéristique le différenciait de fanatiques tels que Heinrich Himmler ou Reinhard Heydrich. Müller était fondamentalement un technicien du pouvoir qui adapta ses compétences au système qu'il employait. Sa dernière apparition documentée avec certitude eut lieu le 1er mai 1945 dans le Führerbunker à Berlin, où il participa aux réunions finales du cercle intime de Hitler. Après cette date, Heinrich Müller devint le fantôme le plus persistant de l'histoire du nazisme. Les premières enquêtes des Alliés assumèrent que Müller était mort dans les derniers jours de la bataille de Berlin. En 1945, des témoins déclarèrent avoir vu son cadavre. En 1963, les autorités ouest-allemandes ouvrirent une tombe dans le cimetière berlinois de Neukölln, où il était censé être enterré. Elles y trouvèrent 3 corps, mais aucun ne correspondait à Müller. Les analyses médico-légales confirmèrent que les restes appartenèrent à 13 soldats distincts de la Wehrmacht, non à Müller. La CIA consacra des décennies au cas de Müller. Des documents déclassifiés entre 2001 et 2014 révèlent que l'agence l'enquêta de manière exhaustive entre les années 1940 et 1970. Dans plusieurs de ces fichiers apparaissent des rapports de sources qui le situaient vivant durant l'après-guerre. Un document de 1971 mentionne que Müller aurait travaillé pour le renseignement soviétique, le KGB ou ses prédécesseurs, une hypothèse qui expliquerait pourquoi il ne fut jamais livré aux Alliés occidentaux et qui a circulé de manière persistante parmi les historiens. La logique derrière cette théorie est cohérente. Müller connaissait les méthodes de surveillance, d'infiltration et de torture de la Gestapo mieux que quiconque, et ces connaissances avaient une valeur énorme pour les services secrets soviétiques en pleine reconfiguration de l'après-guerre. De plus, Müller avait étudié avec attention les méthodes du NKVD soviétique au cours des années 1930 et avait une connaissance directe de son fonctionnement. Cette familiarité réciproque le rendait potentiellement précieux dans les 2 directions. Une autre hypothèse documentée le situe en Amérique latine. Le chercheur Gregory Douglas publia dans les années 1990 une série de livres affirmant posséder des transcriptions de conversations entre Müller et un agent de la CIA entre 1948 micro et 1951, prétendument aux États-Unis. La crédibilité de ces documents est fortement contestée par les historiens professionnels qui signalent des anachronismes et des erreurs les discréditant en tant que source primaire fiable. Cependant, la possibilité que Müller fût recruté par une agence de renseignement occidentale durant la guerre froide demeure une hypothèse non écartée. L'historien allemand Jochen von Lang, l'un des chercheurs les plus sérieux sur le dossier, conclut que Müller mourut probablement à Berlin en mai 1945, mais que l'absence de restes identifiables rendait impossible une conclusion définitive. L'historien britannique David Stafford, au contraire, argumenta dans ses recherches que les preuves disponibles sur les contacts de Müller avec les soviétiques étaient suffisamment solides pour considérer sa survie comme l'hypothèse la plus probable.
Ce qui s'avère documentairement irréfutable, c'est que l'homme qui dirigea la Gestapo, qui coordonna avec Adolf Eichmann la logistique de la solution finale et qui signa des centaines d'ordres de déportation et d'exécution, ne fut jamais capturé, jugé ni identifié dans aucun processus judiciaire. La trace de Heinrich Müller est, à ce jour, le plus grand mystère non résolu parmi l'os criminel de guerre nazie de haut rang. Adolf Eichmann, organisateur logistique de la Shoah, décrivit Alois Brunner comme son meilleur homme. Cette caractérisation donne la mesure exacte de la monstruosité de Brunner, être le plus efficace parmi les efficaces de l'extermination. Né en Autriche en 1912, Brunner fut le commandant opérationnel de multiples déportations de masse. Il dirigea les déportations depuis Vienne, Thessalonique, Paris et Bratislava. Il est estimé qu'il fut directement responsable de la déportation de plus de 100 000 Juifs vers les camps d'extermination. À Thessalonique, en Grèce, il supervisa la déportation de la quasi-totalité de la communauté juive de la ville en 1943, quelques 43 000 personnes envoyées à Auschwitz en à peine quelques mois. En France, il réorganisa le système de détention du camp de Drancy et accéléra les déportations au cours des années 1943 et 1944, y compris la déportation d'enfants séparés de leur famille. À la différence de beaucoup d'autres criminels de guerre, Brunner agissait avec un enthousiasme personnel visible dans ses tâches. En 1945, il fut brièvement capturé par les forces alliées, mais réussit à s'échapper en utilisant le faux nom de Georg Fischer. En 1954, il s'enfuit en Syrie et trouva à Damas une protection active du gouvernement syrien. Le régime syrien l'intégra sous le nom de Dr Georg Fischer en tant que conseiller des services de sécurité. Brunner vécut des décennies à Damas. Simon Wiesenthal et d'autres organisations de chasseurs de nazis localisèrent son adresse à plusieurs reprises et firent pression sur le gouvernement ouest-allemand et d'autres gouvernements pour qu'ils sollicitassent son extradition. La Syrie ignora systématiquement toutes les demandes. En 1961 et 1980, il reçut des colis piégés qui lui amputèrent plusieurs doigts et le laissèrent aveugle d'un œil, des attentats attribués au Mossad israélien, bien qu'Israël ne les eût jamais revendiqués officiellement. Le processus judiciaire contre Brunner se déroula par contumace en France, qui le condamna à mort en 1954 et de nouveau en 1961, des condamnations qui s'avérèrent purement symboliques face à la protection syrienne. L'Allemagne émit des mandats d'arrêt qui n'eurent pas non plus d'effet pratique. Les dernières interviews vérifiées de Brunner datent des années 1980 et du début des années 1990. Dans celle-ci, captée par des journalistes qui parvinrent à l'approcher à Damas, il exprima un manque de repentir et défendit ses actions. Dans une déclaration au journaliste allemand Gerd Heidemann en 1985, il affirma que les Juifs méritaient ce qui leur était arrivé, des mots qui devinrent l'une des déclarations les plus citées de l'après-guerre sur la mentalité des bourreaux. À partir de 2000 environ, la piste de Brunner se perd définitivement. Des organisations de droits de l'homme et des chercheurs ont tenté à de multiples reprises de déterminer s'il était toujours vivant ou à quelle date il était mort. Le gouvernement syrien n'a jamais fourni d'informations officielles. Certains témoignages non vérifiés le donnent pour mort vers 2001 ou 2010, mais sans documentation officielle. Né en 1912, il aurait plus de 110 ans s'il vivait, ce qui rend sa survie biologiquement impossible, mais la confirmation officielle de sa mort et le lieu de sa sépulture demeurent non établis. La guerre civile syrienne qui débuta en 2011 et la destruction partielle des archives et des institutions gouvernementales syriennes a compliqué encore davantage toute possibilité d'obtenir des documents sur la fin de Brunner. Les dossiers que le gouvernement de Bachar al-Assad aurait pu conserver sur son protégé se trouvent parmi les registres inaccessibles de l'État syrien en conflit. Walter Roff occupe une place spécifique et troublante dans l'histoire de la Shoah. Il fut l'officier de la SS qui supervisa le développement, la production et le déploiement opérationnel des camions à gaz, des véhicules adaptés pour assassiner leurs occupants au moyen de monoxyde de carbone. Ces unités mobiles d'extermination furent responsables de la mort d'au moins 97 000 personnes sur le front de l'Est entre 1940 et 1942, avant que les grands camps d'extermination dotés de chambres à gaz stationnaires n'assumassent la capacité d'assassinat de masse à plus grande échelle.
Rauf naquit en 1906 et monta en grade dans la marine allemande avant d'être transféré à la SS. En tant que chef du département technique du Sicherheitsdienst, il coordonna avec les Einsatzgruppen la mise en œuvre technique des camions à gaz. Des documents capturés par les Alliés montrèrent sa signature sur des lettres qui discutaient avec une froideur bureaucratique des améliorations techniques nécessaires pour rendre le processus d'assassinat plus efficace, y compris des notes sur la nécessité de protéger les conducteurs du monoxyde de carbone qui s'infiltraient parfois vers la cabine. À la fin de la guerre, Rauf fut capturé par les Alliés et maintenu dans un camp d'internement en Italie. En 1946, il s'échappa et, à travers le réseau ecclésiastique établi à Rome, obtint des documents de la Croix-Rouge. Sous son nom réel, ou avec de minimes variations, il transita par la Syrie et l'Italie avant de s'établir en Équateur, puis au Chili, où il vécut ouvertement à partir de 1958. Au Chili, Rauf travailla pour l'entreprise de pêche Comar et maintint des connexions con la colonie allemande locale. Sa présence n'était pas un secret pour ceux qui l'entouraient. Israël demanda son extradition en 1962 après la capture d'Adolf Eichmann, alors que la pression internationale sur les criminels de guerre nazis était maximale. Le gouvernement chilien de Jorge Alessandri refusa l'extradition en se fondant sur la prescription légale des crimes selon la loi chilienne en vigueur à ce moment-là. Durant le gouvernement d'Augusto Pinochet, qui prit le pouvoir lors du coup d'État de 1973, Rauf servit brièvement comme conseiller de la DINA, la police secrète pinochetiste. Son expérience en technique d'interrogatoire et de répression politique en faisait un atout précieux pour le nouveau régime. Cette collaboration, documentée dans des recherches ultérieures, ajouta une couche supplémentaire de complicité à sa trajectoire criminelle déjà longue, connectant le passé nazi aux violations des droits de l'homme de la dictature chilienne. L'Allemagne de l'Ouest émit un mandat d'arrêt en 1972. En 1983, le gouvernement ouest-allemand présenta une nouvelle demande formelle d'extradition. La Cour suprême du Chili la rejeta en mai 1984, invoquant de nouveau la prescription. Walter Rauf mourut à Santiago du Chili le 14 mai 1984, des semaines après que la Cour suprême eut rejeté la dernière demande d'extradition, de cause naturelle à l'âge de 77 ans. Le cas Rauf représente quelque chose de différent des autres cas de ce script, une impunité ouverte et documentée. Il mourut en tant que Walter Rauf, dans son lit, sous son nom réel, protégé par la légalité chilienne. Les images de ses funérailles, auxquelles assistèrent des membres de la colonie allemande et des amis locaux, documentent le contraste entre la normalité apparente de sa mort et l'échelle des crimes qu'il avait commis des décennies plus tôt. Le docteur mort, Friedrich Schwend et Erich Priebke. Harry Berheim est peut-être le cas qui illustre le mieux la tension entre la certitude historique des crimes et la totale impossibilité d'établir une fin définitive vérifiée. Né en 1914 en Autriche, Heim étudia la médecine et rejoignit la SS en tant que médecin. Il fut affecté au camp de concentration de Mauthausen en Autriche durant à peine quelques mois en 1941, une période extrêmement brève qui laissa pourtant des témoignages dévastateurs. Des survivants du camp le décrivirent pratiquant des opérations sans anesthésie à titre d'expérience, injectant des poisons directement dans le cœur des prisonniers pour mesurer le temps de leur agonie, amputant des organes sur des personnes vivantes et décapitant des détenus afin de conserver leur crâne. Le nom que les prisonniers lui donnaient, le docteur mort, reflétait la terreur qu'il inspirait. Sur la liste du centre Simon Wiesenthal, Heim en vint à occuper la première place des criminels de guerre nazis les plus recherchés au monde. Après la guerre, Heim vécut apparemment sans difficulté majeure pendant plus d'une décennie. Il travailla comme médecin à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest, et comme gardien de but de hockey sur glace, un sport qu'il avait pratiqué à un niveau professionnel dans sa jeunesse. Il fut convoqué et interrogé par les autorités allemandes en 1962, alors que les enquêtes sur Mauthausen s'intensifiaient, et c'est à ce moment qu'il s'enfuit. Il abandonna des propriétés, un compte bancaire pourvu de fonds substantiels, ainsi qu'un appartement contenant ses effets personnels, disparaissant du jour au lendemain. Pendant des décennies, le lieu de sa cachette fit l'objet d'intenses spéculations. On le situa en Amérique latine, en Égypte, en Espagne.
Le centre Simon Wiesenthal et les chasseurs de nazis le recherchèrent activement durant 40 ans. Les autorités allemandes offrirent des récompenses pour toute information concernant sa localisation. Sa fille Waltraud donna des entretiens dans lesquels elle affirmait ignorer où se trouvait son père, des déclarations dont la véracité fut mise en doute par des enquêteurs qui pointaient des transferts d'argent vers des comptes liés à la famille. En 2009, le New York Times et le média Bild publièrent une enquête basée sur des documents retrouvés à l'hôtel Qasr El Madina du Caire. Ces documents, qui comprenaient des lettres, des registres médicaux et des écrits personnels, suggéraient que Haim avait vécu en Égypte depuis les années 1960 sous le nom de Tarek Hussein Farid, qu'il s'était converti à l'islam et qu'il était mort d'un cancer du côlon au Caire en août 1992. Les documents paraissaient probants. Ils incluaient des détails personnels vérifiables, des dates cohérentes et un récit suivi. Les autorités allemandes et plusieurs chercheurs examinèrent les preuves et conclurent que la version de sa mort au Caire était probablement vraie. Cependant, les documents ne furent jamais authentifiés par ADN ou par d'autres expertises médico-légales définitives. Il n'existe aucun acte de décès officiel délivré par les autorités égyptiennes sous l'un ou l'autre de ces deux noms. Les registres de l'hôtel disparurent. Aucun membre de la famille ne vérifia l'identité du défunt au Caire. Le dossier judiciaire allemand contre Haim fut formellement clos en 2012 sur la base de la conclusion que le défunt du Caire en 1992 était probablement Haribert Haim. Si cette conclusion est exacte, Haim vécut 47 ans après la fin de la guerre en homme absolument libre, sans jamais être jugé ni rendre des comptes pour aucun de ses crimes. Si elle est erronée, la véritable localisation de Haim demeure inconnue. Friedrich Schwend est l'un des noms les moins connus du grand public, mais son rôle dans l'histoire des fuites nazies fut structurellement fondamental. Schwend fut le cerveau financier de l'opération Bernard, la plus grande entreprise de contrefaçon de monnaie de l'histoire moderne. L'opération Bernard fut conçue par Bernard Krüger, officier de la SS, dans le but de déstabiliser l'économie britannique en inondant le marché de fausses livres sterling. Au camp de concentration de Sachsenhausen, des prisonniers juifs possédant des compétences en typographie, en gravure et en art graphique furent contraints de produire des billets de banque en livres sterling d'une qualité si exceptionnelle qu'ils trompèrent les inspecteurs de la Banque d'Angleterre eux-mêmes. On imprima l'équivalent d'environ 134 millions de livres sterling, un chiffre colossal pour l'époque. Schwend, en tant qu'agent financier de la SS, géra la distribution des faux billets à travers des réseaux d'espions et d'agents dans les pays neutres. À la fin de la guerre, il avait accès à d'énormes réserves de devises contrefaites et, fait crucial, aux contacts et aux connaissances indispensables pour les déplacer. Après 1945, Schwend utilisa cette même infrastructure pour financer et organiser l'évasion de criminels de guerre. Des documents capturés par les Alliés et analysés ultérieurement montrèrent que Schwend canalisa des fonds provenant de l'opération Bernard vers les réseaux d'évasion, y compris Odessa. Lui-même utilisa ses ressources pour s'enfuir et s'établit finalement au Pérou dans les années 1950. À Lima, Schwend ne chercha pas particulièrement à faire profil bas. Il utilisa plusieurs pseudonymes, mais maintint des affaires et des contacts relativement publics, y compris des connexions avec les services de renseignement péruviens, auxquels il offrait des informations sur les réseaux communistes en Amérique du Sud en échange de protection. Il fut brièvement arrêté par les autorités péruviennes en 1971 sous la pression internationale, mais fut libéré sans être extradé. Il mourut à Lima en 1980. L'importance de Schwend transcende son cas individuel. Son histoire documente l'existence d'un système financier qui soutint les fuites, ce qui transforme les disparitions individuelles de criminels de guerre en quelque chose de qualitativement différent de simples évasions isolées. Ce furent des opérations financées, planifiées et exécutées avec des ressources institutionnelles. Erich Priebke représente le cas où le temps faillit consommer l'impunité, mais pas totalement. Né en 1913, Priebke fut un officier de la SS en Italie durant l'occupation allemande. Le 24 de mars 1944, il participa directement au massacre des Fosses Ardéatines à Rome, où 335 civils italiens furent assassinés en représailles à un attentat partisan. Priebke confirma personnellement l'identité des exécutés et supervisa une partie du processus.
À la fin de la guerre, Pribke fut capturé par les Alliés et maintenu dans un camp d'internement à Rimini, en Italie. En 1946, il s'échappa du camp. En utilisant des documents obtenus grâce au réseau ecclésiastique d'Aloïs Hudal, il voyagea vers l'Argentine et s'établit dans la ville de Bariloche, en Patagonie. À Bariloche, Pribke vécut d'une manière presque publique pendant près de 50 ans. Il utilisa son nom réel, fut un membre actif de la communauté allemande locale, dirigea une boucherie, fut président du centre culturel allemand local et ne cacha jamais son passé devant ceux qui le côtoyaient dans l'entourage de la colonie allemande. Les autorités argentines ne le recherchèrent pas activement. En 1994, le journaliste américain Sam Donaldson se rendit à Bariloche avec des informations fournies par le centre Simon Wiesenthal et interviewa Pribke dans la rue. Pribke confirma face caméra sa participation au massacre des Fosses Ardéatines et admit son identité sans hésiter. L'entretien fut diffusé à la télévision internationale et engendra une pression diplomatique immédiate. Le processus fut extraordinairement complexe. Un tribunal argentin l'acquitta initialement en 1996 en alléguant la prescription et l'obéissance due. Une décision qui provoqua des protestations devant le palais de justice et la révocation ultérieure du jugement. Finalement, la justice italienne le jugea à Rome et le condamna à la prison à perpétuité en 1998. Bien qu'en raison de son âge avancé, il purgea sa peine sous le régime de l'arrêt domiciliaire. Pribke mourut à Rome en 2013 à l'âge de 100 ans, condamné mais ayant passé la majeure partie de sa peine en détention à domicile. Son cas illustre autant la possibilité que les criminels de guerre fussent éventuellement traduits devant la justice que les obstacles extraordinaires que ce processus requit. 50 ans, une coïncidence journalistique, une pression internationale soutenue et un système judiciaire qui mit des décennies à agir. Konrad Kaleys et Mengele, le réseau qui s'étendit jusqu'en Australie, et l'opération Paperclip. Konrad Kaleys représente une géographie de l'impunité différente. Non pas l'Amérique latine, mais le monde anglo-saxon. Né en 1913 en Lettonie, Kaleys fut commandant au sein du commando Haraj, une unité auxiliaire lettonne qui opéra sous la supervision de la SS et participa à l'assassinat de 30 000 à 35 000 juifs lettons, soit la quasi-totalité de la communauté juive du pays. Le commando Haraj, dirigé par l'officier letton Viktor Haraj, fut l'un des auxiliaires les plus efficaces des Einsatzgruppen dans le Baltique. Leurs membres n'agissaient pas sous la contrainte directe des Allemands, mais de manière volontaire, ce qui les distingue d'autres unités auxiliaires soumises à un plus haut degré de coercition. Kaleys, en tant qu'officier du commando, supervisa des opérations dans la forêt de Bikernieki et d'autres lieux d'exécution de masse dans la banlieue de Riga. Après la guerre, Kaleys émigra en Australie, où il vécut durant des décennies. Par la suite, il passa des périodes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Dans chacun de ces pays, des indices de son passé surgirent à différents moments. Des enquêtes furent ouvertes et à chaque fois le processus fut interrompu, classé sans suite, ou se solda par son départ volontaire avant qu'il ne pût être formellement poursuivi. Aux États-Unis, Kaleys fit l'objet de procédures du département de la justice à travers le Bureau des enquêtes spéciales, OS1, créé spécifiquement pour poursuivre les criminels de guerre nazis ayant obtenu la citoyenneté américaine en dissimulant leur passé. Il fut déporté des États-Unis en 1994. Au Canada, il fit l'objet d'une enquête, mais le processus fut abandonné. Au Royaume-Uni, il arriva en 1999 et la police britannique ouvrit une enquête. Kaleys retourna alors en Australie. L'Australie avait déjà enquêté auparavant sur Kaleys sans résultat judiciaire. Au début des années 2000, la Lettonie demanda son extradition afin de le juger pour crime de guerre. À ce moment-là, Kaleys avait près de 90 ans et sa santé s'était gravement détériorée. Il mourut à Melbourne en novembre 2000, un avant qu'aucune procédure ne put aboutir. Le cas Kaleys documente un schéma qui se répéta dans plusieurs nations occidentales. Des criminels de guerre qui entrèrent dans des pays comme l'Australie, le Canada ou les États-Unis durant l'après-guerre en falsifiant leurs états de service, vécurent des décennies sans être identifiés. Et lorsque enfin ils furent détectés, les processus légaux avancèrent avec une lenteur que la biologie finit par résoudre avant la justice. Toutes les disparitions de hauts commandants nazis ne furent pas des fuites clandestines.
Certaines furent, paradoxalement, des sauvetages institutionnels réalisés par les vainqueurs eux-mêmes. L'opération Paperclip, exécutée par l'Office des services stratégiques puis par la CIA entre 1945 et 1959, recruta plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands pour les incorporer à l'appareil scientifique et militaire américain. Le cas le plus célèbre est celui de Werner von Braun, l'architecte du programme de fusée V2, qui utilisa le travail forcé des camps de concentration de Dora-Mittelbau. Von Braun devint une figure centrale du programme spatial américain et fut présenté comme un héros de l'exploration spatiale. Ses liens avec le travail forcé dans les camps furent systématiquement minimisés durant des décennies. Le général Walter Dornberger, responsable du programme de fusée V2 et par conséquent complice de l'utilisation du travail esclave, fut emmené aux États-Unis dans le cadre de Paperclip et travailla pour des entreprises de défense américaines jusqu'aux années 1960. Arthur Rudolph, directeur de production de la fusée V2 et responsable direct des conditions de travail à Dora qui entraînèrent la mort de milliers de travailleurs esclaves, travailla à la NASA jusqu'à ce qu'en 1984, sous la pression du Bureau des enquêtes spéciales du département de la justice, il renonça volontairement à sa citoyenneté américaine et retourna en Allemagne pour éviter d'être poursuivi. L'équivalent soviétique, l'opération Oso-Aviakim, captura des centaines de scientifiques allemands pour le programme spatial et militaire soviétique de manière similaire. La rivalité de la guerre froide créa ainsi une situation dans laquelle les deux superpuissances disposaient d'incitations actives pour protéger certains criminels de guerre dont elles considéraient la connaissance technique précieuse, ce qui généra de profondes contradictions dans l'architecture morale de la justice de Nuremberg. Dans le domaine du renseignement, la situation fut tout aussi contradictoire. Reinhard Gehlen, général de la Wehrmacht, qui avait dirigé les opérations de renseignement allemandes sur le front de l'Est, fut recruté directement par la CCNIA après la guerre. L'organisation Gehlen, qui opéra entre 1946 et 1956 et devint le noyau du BND, le service de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest, incorpora de nombreux anciens officiers de la SS et du renseignement nazi. Certains d'entre eux avaient des participations documentées à des crimes de guerre que la CIA connaissait et qu'elle considéra comme secondaires par rapport à la valeur opérationnelle de ces recrues. L'Argentine mérite une mention particulière dans toute analyse des fuites nazies, car sa politique d'accueil ne fut pas passive, mais active et délibérée. Juan Domingo Perón, président de l'Argentine entre 1946 et 1955, développa une politique systématique d'attraction de techniciens, de militaires et de spécialistes européens du camp de l'Axe, sous la conviction que leurs connaissances pouvaient contribuer au développement argentin. Les mécanismes en furent multiples. Le gouvernement argentin envoya en Europe des agents dans le but explicite de recruter des techniciens allemands et italiens. Le plus connu de ces agents fut le colonel Rodolfo Freud et le cercle de collaborateurs de la présidence. Les ambassades argentines en Europe délivrèrent des visas avec une générosité qui s'avérait frappante aux yeux des autorités alliées, lesquelles protestèrent formellement dans plusieurs cas. Adolf Eichmann arriva en Argentine en 1950 en utilisant un passeport de la Croix-Rouge au nom de Ricardo Clément, et travailla dans l'usine automobile Mercedes-Benz à Tucumán avant de s'établir à Buenos Aires. Sa capture par le Mossad en 1960 et son procès ultérieur en Israël fut l'un des moments fondateurs de la mémoire de la Shoah. Joseph Mengele, le médecin qui réalisa des expériences sur des jumeaux et d'autres personnes à Auschwitz, arriva en Argentine en 1949 et vécut à Buenos Aires durant des années avec un confort relatif avant de s'enfuir au Paraguay, puis au Brésil face à la pression qui suivit la capture d'Eichmann. Il mourut par noyade au Brésil en 1979. Franz Stangl, commandant du camp d'extermination de Treblinka, où furent assassinées environ 900 000 personnes, arriva en Argentine en 1951 et travailla dans une usine textile. Il fut localisé au Brésil en 1967, extradé vers l'Allemagne de l'Ouest et condamné à la prison à perpétuité en 1970. Il mourut en prison en 1971, quelques heures après avoir accordé un long entretien à la journaliste Gita Sereni, qui deviendrait le livre fondamental Au fond des ténèbres.
ces cas documentés ne représentent qu'une fraction du total. Les recherches de l'historien argentin Uki Gogni, auteur de « La véritable Odessa », publié en 2002, estimèrent qu'entre 5 000 et 10 000 collaborateurs européens ayant un passé dans le camp de l'Axe arrivèrent en Argentine durant l'après-guerre. L'État argentin connaissait la véritable identité de beaucoup d'entre eux. Des documents de la chancellerie argentine déclassifiés à partir des années 1990 montrent des communications internes qui identifiaient certains des arrivants comme d'anciens membres de la SS. La ville de Buenos Aires, avec son cosmopolitisme et sa grande communauté germanique préexistante, offrit un environnement d'intégration efficace. Des quartiers tels que Palermo et Villa del Parque abritèrent des colonies d'immigrants allemands d'après-guerre où la langue, les coutumes et les réseaux sociaux permettaient une vie relativement confortable. Les cafés et restaurants allemands de la rue Corrientes, documentés par les journalistes de l'époque, fonctionnaient comme des points de rencontre où le passé partagé créait des liens de silence et de complicité. Joseph Mengele est probablement le criminel de guerre nazi le plus largement connu du grand public et son cas mérite une analyse spécifique qui aille au-delà de la simple mention dans le chapitre sur l'Argentine. Son histoire concentre presque tous les éléments du récit des fuites, le réseau d'évasion ecclésiastique, l'accueil argentin, la protection paraguayenne, la poursuite insuffisante et la mort naturelle des décennies après les crimes. Né en 1911 à Günzburg, en Bavière, Mengele étudia la médecine et la philosophie avant de s'incorporer à la SS. En mai 1943, il fut affecté à Auschwitz-Birkenau en tant que médecin du camp. Pendant près de 2 ans, jusqu'à l'évacuation du camp en janvier 1945, Mengele effectua des sélections sur la rampe d'arrivée, décidant qui allait directement aux chambres à gaz et qui était admis comme prisonnier de travail. Il réalisa également des expériences médicales, principalement sur des jumeaux, des nains et des personnes présentant des anomalies physiques, à la recherche de données qu'il considérait utiles pour les théories eugénistes du régime. Les expériences comprenaient des injections de diverses substances, des chirurgies sans anesthésie, l'exposition à des maladies infectieuses et l'observation des processus de mort. Mengele s'échappa d'Auschwitz durant l'évacuation et fut brièvement capturé par les Alliés qui le libérèrent sans connaître sa véritable identité. Il vécut en Bavière sous un faux nom pendant plusieurs années. En 1949, en utilisant des documents de la Croix-Rouge au nom de Helmut Gregor, il s'embarqua à Gênes vers Buenos Aires. En Argentine, il vécut initialement sous ce faux nom, mais reprit progressivement l'usage de son nom réel, confiant dans l'impunité que l'environnement offrait. Il obtint la citoyenneté argentine en 1956 sous son propre nom. Après la capture d'Eichmann en 1960, Mengele s'enfuit au Paraguay, où il obtint également la citoyenneté, puis s'établit par la suite au Brésil, où il vécut sous le nom de Wolfgang Gerhard. Le Mossad israélien le rechercha activement pendant des années. À plusieurs moments, les chasseurs de nazis crurent être sur le point de le localiser. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest émit un mandat d'arrêt international. Cependant, Mengele bénéficia de la protection active de la famille Bosser et d'autres amis allemands au Brésil, qui lui fournissaient logement et couverture. Le 7 février 1979, Joseph Mengele mourut noyé sur la plage de Bertioga, au Brésil, victime d'un infarctus pendant qu'il nageait. Il fut enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard. Sa mort ne fut connue du monde extérieur qu'en 1985, lorsque la famille Bosser la révéla et que les autorités brésiliennes exhumèrent les restes. L'analyse médico-légale initiale fut inconcluante. En 1992, un nouveau test d'ADN comparant les restes avec des échantillons de son fils Rolf Mengele confirma définitivement que les restes correspondaient à Joseph Mengele. Le cas Mengele marqua un tournant dans l'histoire de la recherche des criminels de guerre nazis. La confirmation qu'il était mort libre dans son lit, ou plus précisément dans l'océan, après 34 ans de vie clandestine en Amérique du Sud, fut reçue avec un mélange de soulagement face à la certitude et d'amertume devant l'impunité définitive. Sa mort naturelle avant d'être capturé devint le symbole le plus puissant de l'échec de la justice internationale dans ces affaires. La traque. Simon Wiesenthal et les chasseurs de nazis.
Face à l'architecture de l'impunité bâtie par les réseaux d'évasion, les États d'accueil et les agences de renseignement occidentales, surgit une poignée d'individus et d'organisations qui dédièrent leur vie à la localisation et au jugement des fugitifs. Simon Wiesenthal est le nom le plus célèbre de cet effort. Mais l'histoire de la traque des nazis est plus complexe et plus collective que la seule figure individuelle de Wiesenthal. Né en 1908 dans l'actuelle Ukraine, Wiesenthal survécut à 12 camps de concentration, dont Mauthausen, où il perdit 89 membres de sa famille. Après la libération, il consacra le reste de son existence, sur une durée de 60 ans, à la documentation et à la poursuite des criminels de guerre. Il fonda le Centre de documentation juive à Vienne et maintint des archives détaillées sur des centaines de fugitifs. Wiesenthal fut un élément clé dans la localisation d'Adolf Eichmann en Argentine, bien que la capture fût exécutée par le Mossad israélien. Il participa à l'identification de Franz Stangl, qui fut capturé au Brésil en 1967. Il travailla sur le dossier de Heinrich Müller sans parvenir à le résoudre. Sa méthodologie combinait le travail avec des informateurs au sein des communautés de la diaspora allemande en Amérique latine, l'analyse de documents disponibles dans des archives publiques et privées, et la pression politique sur les gouvernements qui accueillaient les fugitifs. Beate et Serge Klarsfeld représentèrent une autre approche fondamentale. Beate Klarsfeld, citoyenne allemande mariée à l'avocat et militant juif français Serge Klarsfeld, développa une campagne de pression politique directe qui comprenait des actions à fort retentissement conçues pour maintenir l'attention publique sur les criminels de guerre vivant en liberté. Ce fut elle qui gifla publiquement le chancelier allemand Kurt Georg Kissinger en 1968, dénonçant son passé nazi, un acte qui eut des conséquences politiques réelles. Les Klarsfeld localisèrent Klaus Barbie en Bolivie en 1971 et firent pression durant une décennie jusqu'à obtenir son extradition. Le Bureau des enquêtes spéciales, OSI, du département de la justice des États-Unis, créé en 1979, représenta l'institutionnalisation de l'effort de poursuite. Jusqu'à son absorption par le département de la justice en 2010, l'OSFE poursuivit plus de 100 individus, obtenant des déportations, des révocations de citoyenneté et, dans certains cas, des extraditions. La Zentralstelle à Ludwigsburg coordonna les enquêtes allemandes sur les crimes de la période nazie et ouvrit des dizaines de milliers de dossiers, bien que les condamnations obtenues fussent proportionnellement rares. L'effort collectif de ces institutions et de ces personnes produisit des résultats réels, mais révéla également ses propres limites. Depuis les années 1990, une série de déclassifications massives d'archives gouvernementales a transformé substantiellement la connaissance historique sur les fuites nazies et la complicité de diverses institutions dans leur sein. La loi de divulgation des crimes de guerre nazis, approuvée par le Congrès des États-Unis en 1998, supervisa la déclassification de plus de 8 millions de pages de documents gouvernementaux. Ces documents révélèrent des détails inédits sur la connaissance que les services de renseignement américains avaient de la localisation des criminels de guerre et, dans plusieurs cas, sur des décisions actives de ne pas les poursuivre. Les archives de la CIA sur Klaus Barbie montrèrent que le renseignement américain l'employa comme informateur en Allemagne de l'Ouest après la guerre, et que, lorsque les autorités françaises commencèrent à le rechercher en 1950, des agents américains l'aidèrent à s'enfuir en Bolivie, où il vécut jusqu'en 1983 sous le nom de Klaus Altmann. Les archives du Vatican pour la période 1939 à 1958, correspondant au pontificat de Pie XII, furent partiellement ouvertes en l'an 2020. Les chercheurs y trouvèrent des preuves supplémentaires du rôle de Udall et d'autres figures ecclésiastiques dans la facilitation de documents pour les fugitifs, bien qu'ils y découvrissent également des documents sur les tensions internes au Vatican concernant ces pratiques. L'image qui en résulte est plus nuancée que celle d'une institution uniformément complice, mais elle met en évidence des responsabilités institutionnelles dans des cas spécifiques. Les archives argentines, brésiliennes et chiliennes déclassifiées en partie au cours des années 1990 et 2000 révélèrent des communications diplomatiques qui prouvaient la connaissance des identités réelles de certains réfugiés nazis par des fonctionnaires locaux. En Argentine,
Les documents de la période péroniste montrèrent la facilitation active et consciente. Une découverte particulièrement significative provint des archives de la Stasi, la police secrète d'Allemagne de l'Est. La Stasi maintint des dossiers détaillés sur de nombreux criminels de guerre nazis vivant en Allemagne de l'Ouest, une information qu'elle utilisa à des fins de propagande mais qui démontre également que leur localisation était connue des autorités du bloc de l'Est. La question de savoir pourquoi cette information ne fut pas partagée de manière systématique avec les procureurs ouest-allemands trouve des réponses qui renvoient à la logique de la guerre froide plutôt qu'à la coopération judiciaire. Une autre dimension fréquemment sous-estimée des fuites nazies est le rôle des communautés d'immigrants allemands, déjà établies en Amérique du Sud, qui fournirent dans de nombreux cas le réseau de soutien social et économique permettant aux fugitifs de s'intégrer et de survivre. Les colonies allemandes dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et le Chili avaient des décennies d'histoire en 1945. Pour un nouvel arrivant maîtrisant la langue et les coutumes, s'intégrer dans ces communautés était relativement simple. Le niveau de connaissance que ces communautés avaient du passé de leurs nouveaux membres variait énormément, de l'ignorance authentique jusqu'au savoir partagé avec discrétion, reflétant des loyautés idéologiques ou une solidarité ethnique. La Colonia Dignidad au Chili, fondée en 1961 par le prédicateur allemand Paul Schaeffer, représente un cas extrême d'enclave communautaire allemande qui développa une culture du secret et maintint des connexions avec le passé nazi de plusieurs de ses fondateurs. La Colonia Dignidad devint une affaire distincte d'abus et de crimes qui fit l'objet d'enquêtes judiciaires au Chili dans les années 1990, révélant en outre son rôle de lieu de détention et de torture sous la dictature de Pinochet. Au Paraguay, la ville de Nueva Germania, fondée par le beau-frère de Friedrich Nietzsche à la fin du XIXe siècle comme une utopie raciale, devint un autre pôle d'attraction pour les Allemands aux idéologies affines durant l'après-guerre. L'isolement géographique du Chaco paraguayen offrit une invisibilité supplémentaire. Ces réseaux communautaires ne furent pas organisés spécifiquement pour aider les fugitifs nazis, mais constituaient des structures préexistantes qui s'avérèrent fonctionnelles à cette fin. Cette distinction est importante historiquement car elle souligne que l'impunité des criminels de guerre bénéficia de structures de solidarité ordinaires qui, dans des circonstances extraordinaires, produisirent des effets de dissimulation. Les deuxième et troisième générations de ces communautés ont dû faire face aux implications du silence que leurs familles conservèrent. Des chercheurs latino-américains et européens ont recueilli les témoignages de descendants de membres de colonies allemandes qui se souviennent avoir pressenti ou su l'existence de personnes au passé troubles dans leur entourage, mais avoir grandi dans un climat où ces conversations étaient implicitement interdites. Les cas non résolus et les dilemmes légaux. Des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un nombre significatif de dossiers de hauts commandants nazis demeurent sans résolution définitive dans l'un de leurs aspects fondamentaux. La localisation finale de l'individu, la confirmation de sa mort ou l'identité complète sous laquelle il vécut durant l'après-guerre. Odilo Globoknik, l'un des principaux architectes de l'opération Reinhard, le programme d'extermination des Juifs polonais dans l'Ostkamp de Belzec, Sobibor et Treblinka, mourut prétendument par suicide au cyanure lorsqu'il fut capturé par les forces britanniques en Autriche en mai 1945. L'identification du cadavre fut ultérieure et non exempte d'incertitudes documentaires. Des historiens tels que l'Israélien Yitzhak Arad ont souligné que la précipitation avec laquelle fut réalisée l'identification laisse place au doute, bien que l'hypothèse majoritaire soit qu'il mourut effectivement à ce moment-là. Le cas de Martin Bormann, le secrétaire du parti nazi condamné par contumace à Nuremberg, généra des décennies de spéculations. Pendant des années, de multiples sources affirmèrent l'avoir vu au Paraguay et au Brésil. La théorie de sa survie fut largement discutée. En 1973, un crâne découvert à Berlin lors de travaux de construction fut provisoirement identifié comme étant celui de Bormann. L'identification définitive survint en 1998, lorsque des analyses d'ADN comparées avec des échantillons d'un neveu vivant confirmèrent que l'os reste correspondait à Bormann et qu'il était mort à Berlin en 1945. Le cas Bormann illustre comment l'absence de preuves définitives peut alimenter pendant des décennies des théories de survie qui s'avèrent finalement fausses.
Dans les années 2010, la capture et la poursuite d'Oskar Gröning et de John Demjanjuk en Allemagne démontra que la traque judiciaire pouvait se poursuivre des décennies après les crimes, mais illustra également que les condamnés avaient alors plus de 90 ans et purgeaient leur peine sous le régime de l'arrêt domiciliaire pour des raisons de santé. La justice tardive est qualitativement différente de la justice opportune, bien que sa valeur symbolique soit réelle. Les chercheurs qui travaillent actuellement avec des archives numérisées et des bases de données de registres historiques ont commencé à résoudre certains des cas en suspens grâce à l'analyse informatique de documents qui exigeaient auparavant des décennies de recherche manuelle. Le projet Haraldsen Archive, qui numérise les registres des victimes et des bourreaux de la période nazie, a facilité l'identification d'individus et le traçage de trajectoires qui demeuraient autrefois occultes. Les procès de Nuremberg, célébrés entre 1945 et 1949, établirent le cadre conceptuel et légal pour la poursuite des crimes contre l'humanité. Ils condamnèrent à mort les dirigeants nazis les plus éminents qui avaient été capturés, mais révélèrent également leurs propres limites. Le processus dépendait de la présence physique des accusés et les fugitifs restaient hors de leur portée. Le processus de dénazification mis en œuvre par les Alliés dans les zones d'occupation allemande produisit lui aussi des résultats inégaux. Dans les zones occidentales, la nécessité de reconstruire l'administration allemande conduisit à intégrer des personnes au passé compromis qui avaient franchi les filtres des processus de révision. L'historien américain Robert Gelatelli a documenté comment des milliers d'individus ayant participé aux crimes nazis obtinrent des qualifications de non incriminés ou de simples compagnons de route devant les tribunaux de dénazification. Le modèle israélien, exprimé par la capture et le procès d'Eichmann en 1961 et la politique d'opération du Mossad contre certains fugitifs, représenta une approche différente, l'action unilatérale en marge du système d'extradition internationale lorsque celui-ci s'avérait inopérant. La capture d'Eichmann en Argentine viola la souveraineté argentine, ce qui généra des tensions diplomatiques formelles. La décision du gouvernement israélien de le juger malgré tout établit un précédent sur la primauté de la justice pénale internationale sur les formalités du droit international classique. Le procès d'Eichmann à Jérusalem, couvert par des centaines de journalistes du monde entier, et les écrits de Hannah Arendt à son sujet, lesquels forgèrent l'expression de « banalité du mal » pour décrire la mentalité bureaucratique d'Eichmann, transformèrent la compréhension publique de la Shoah et de la responsabilité individuelle au sein des systèmes criminels. Le procès fut, entre autres choses, un document sur la manière dont les bourreaux comprenaient leurs propres actions, et cette dimension éducative s'avéra fondamentale pour la mémoire collective. La Cour pénale internationale, établie en 2002, représente l'institutionnalisation permanente du principe que Nuremberg avait établi provisoirement. Ces statuts reprennent directement la jurisprudence de Nuremberg sur les crimes de lèse-humanité et les crimes de guerre et établissent l'imprescriptibilité de ces crimes. La CP1 est le legs juridique le plus direct des efforts, partiellement infructueux, pour poursuivre les criminels de guerre nazie. En même temps, il existait une réalité biologique qui redéfinissait la portée de la traque des criminels de guerre nazis au fil des décennies. Un officier de la SS qui avait 30 ans en 1945 en aurait eu 70 en 1985 et 80 en 1995. Au moment où beaucoup d'archives pertinentes furent déclassifiées et où les enquêtes parvinrent à maturité, les individus recherchés avaient atteint des âges avancés ou étaient décédés. Cette réalité créa ce que certains historiens ont appelé le problème de la prescription biologique. Même dans les cas où la prescription légale fut abolie pour les crimes de lèse-humanité, la mort naturelle des bourreaux avant qu'ils ne pussent être jugés produisait le même résultat d'impunité. Le cas de John Demjanjuk illustre les extrêmes de cette dynamique. Demjanjuk, gardien ukrainien de camp d'extermination, fut identifié aux États-Unis dans les années 1970. Israël le réclama sous l'accusation d'être Ivan le Terrible, le gardien particulièrement cruel de Treblinka. Il fut extradé vers Israël, jugé et condamné à mort en 1988. La Cour suprême israélienne révoqua la condamnation en 1993 en raison de l'apparition de doutes sur son identification spécifique. Il fut déporté des États-Unis en 2009 et jugé en Allemagne comme complice d'assassinat à Sobibor.
Il fut condamné en 2011 à 5 ans de prison. Il mourut en 2012 alors qu'il faisait appel à l'âge de 91 ans sans avoir purgé un seul jour de cette peine. Le processus de Demjanjuk dura plus de 3 décennies, traversa 4 pays et de multiples systèmes juridiques et se termina pourtant sans que la peine ne fût exécutée. Le procès d'Oskar Gröning en Allemagne, en 2015, à l'âge de 93 ans, fut l'un des derniers procès possibles contre des participants directs de la Shoah. Gröning avait travaillé comme comptable à Auschwitz, enregistrant l'argent confisqué aux victimes. Sa condamnation à 4 ans de prison fit l'objet d'un appel et il mourut en 2017 avant d'entrer en prison. La décision du tribunal constitutionnel fédéral allemand dans le cas Demjanjuk établit que la participation en tant que complice dans un camp d'extermination, sans qu'il soit nécessaire de prouver des actions spécifiques individuelles, peut suffire pour une condamnation, élargissant théoriquement l'univers des personnes poursuivables. Le sanctuaire du dictateur Stroessner, Franz Stangl et les Einsatzgruppen. Le Paraguay, sous la dictature d'Alfredo Stroessner, qui gouverna le pays entre 1954 et 1989, représenta l'un des refuges les plus sûrs pour les criminels de guerre nazis en Amérique du Sud. La combinaison de l'isolement géographique, de l'absence de presse libre, de la corruption institutionnalisée et des sympathies idéologiques du régime créa des conditions particulièrement favorables. Stroessner lui-même avait des origines allemandes du côté paternel et maintint des relations étroites avec la communauté allemande paraguayenne. Son régime accueillit Joseph Mengele, qui vécut au Paraguay entre 1959 et 1960 et obtint la citoyenneté paraguayenne sous son propre nom. La citoyenneté lui fut accordée sans que les autorités paraguayennes ne manifestassent la moindre ignorance de sa véritable identité. Édouard Rochman, connu comme le boucher de Riga pour son rôle dans la liquidation du ghetto de Riga, vécut en Argentine durant des années sous le nom de Federico Wegener. Lorsqu'il fut identifié par l'écrivain Frederick Forsyth, qui l'utilisa comme modèle pour l'antagoniste de son roman « Le dossier Odessa », publié en 1972, les pressions qui suivirent la publication du livre le poussèrent à s'enfuir au Paraguay, où il mourut en 1977. Les archives de l'Archive de la Terreur découvertes au Paraguay en 1992 et qui documentent les activités répressives de la dictature de Stroessner révèlent également des connexions entre le réseau de protection des ex-nazis et l'appareil de sécurité du régime paraguayen. L'opération Condor, le réseau de coordination répressive entre les dictatures du cône sud, recruta dans plusieurs pays des individus possédant une expérience des techniques de répression qui avaient été transmises par des conseillers au passé liés au service de sécurité du Troisième Reich. Franz Stangl mérite une analyse plus étendue que celle que sa mention dans le chapitre sur l'Argentine permet. Né en Autriche en 1908, Stangl fut le commandant du camp d'extermination de Sobibor avant d'être transféré à Treblinka, où il supervisa la machine d'assassinat de masse la plus efficace de l'opération Reinhard. Durant son commandement à Treblinka, entre juillet 1942 et août 1943, le camp exécuta entre 700 000 et 900 000 personnes. Une cadence de mort qui stupéfiait les planificateurs nazis de la solution finale eux-mêmes. L'administration de Treblinka, sous la direction de Stangl, possédait une logique d'efficacité industrielle qu'il articula avec clarté dans l'entretien qu'il accorda à Gita Sereni en 1971. Stangl décrivait le traitement des victimes avec le vocabulaire d'un directeur d'usine décrivant une ligne de production. Une dissociation entre le langage et la réalité de l'assassinat de masse que Sereni documenta méticuleusement. Lorsque Sereni lui demanda comment il pouvait supporter ce qu'il voyait, Stangl répondit qu'il pensait à ceux qui arrivaient comme à une cargaison qu'il fallait administrer, une réponse qui confirmait la mécanique psychologique de la déshumanisation. Après la révolte des prisonniers de Treblinka, en août 1943, le camp fut fermé et Stangl fut transféré en Italie, où il participa à des opérations antipartisanes. À la fin de la guerre, il fut brièvement capturé par les Alliés mais réussit à s'échapper du camp d'internement où il était retenu. En utilisant le même réseau ecclésiastique qui facilita l'évasion d'autres criminels, il obtint des documents de l'évêque Udall et voyagea vers la Syrie où il travailla pendant plusieurs années avant d'émigrer au Brésil en 1951.
Au Brésil, Stangl travailla pendant plus d'une décennie dans l'usine de Volkswagen à São Paulo, sous son nom réel, un détail qui souligne l'impunité de sa situation. Ses employeurs et collègues brésiliens n'avaient aucun mécanisme pour vérifier son passé, et les autorités brésiliennes ne le recherchaient pas activement. Simon Wiesenthal avait ouvert un dossier sur Stangl dans les années 1960. La localisation définitive vint par l'intermédiaire d'un informateur autrichien qui connaissait des proches de Stangl et qui fournit des informations sur son emplacement au Brésil. En 1967, Wiesenthal communiqua l'information aux autorités allemandes et brésiliennes, et Stangl fut arrêté à Sao Paulo. L'extradition vers l'Allemagne de l'Ouest fut complétée en 1967, un processus relativement rapide comparé à d'autres cas, possiblement parce que le gouvernement brésilien de cette période montra une plus grande coopération que ses prédécesseurs. Le procès de Stangl à Düsseldorf en 1970 dura près d'1 an. Les témoignages des survivants de Treblinka furent dévastateurs dans leur spécificité. Ils décrivèrent Stangl parcourant le camp vêtu de blanc, supervisant le processus avec un calme que les prisonniers trouvaient plus terrifiant que la violence explicite d'autres gardes. Il fut condamné à la prison à perpétuité, la peine maximale disponible en Allemagne de l'Ouest, qui avait aboli la peine de mort. Il mourut d'une insuffisance cardiaque dans sa cellule le 28 juin 1971, moins de 20 heures après avoir conclu sa longue série d'entretiens avec Gita Sereni. Le cas Stangl est pertinent dans le contexte de ce script, car il combine des éléments présents dans les autres cas. La fuite réussie, la vie sous sa propre identité en Amérique du Sud, la protection fournie par l'absence de recherche active, et finalement la capture tardive grâce à la persistance de chercheurs privés lorsque les mécanismes institutionnels avaient échoué. C'est également l'un des rares cas où le bourreau fut capturé, jugé et condamné, bien qu'il mourût avant d'avoir purgé ne serait-ce qu'une année de sa peine. Les Einsatzgruppen, unités mobiles de la SS qui opérèrent principalement sur le front de l'Est à partir de 1941, représentent l'un des aspects les plus documentés et en même temps les plus incomplètement poursuivis judiciairement des crimes nazis. Ces unités furent responsables de l'assassinat d'environ 1,5 million de personnes, majoritairement des juifs soviétiques, mais également des communistes, des tziganes et d'autres victimes catégorisées par le régime comme ennemis. Les procès spécifiques contre les Einsatzgruppen, célébrés à Nuremberg en 1947 à 1948 devant des tribunaux militaires américains, condamnèrent à mort 4 des principaux commandants, Otto Ohlendorf, chef de l'Einsatzgruppe D, Paul Blobel, commandant du Sonderkommando 4A et organisateur du massacre de Babi Yar, Werner Braun et Erich Naumann. Les exécutions furent exécutées en 1951 à la prison de Landsberg. Cependant, le procès des Einsatzgruppen ne jugea que 24 individus sur un univers de bourreaux que les historiens estiment à plusieurs milliers. Les commandants de rang inférieur, les sous-officiers, les conducteurs, les interprètes et les auxiliaires locaux qui participèrent aux exécutions de masse restèrent dans leur grande majorité hors de portée de la justice. Certains s'échappèrent vers l'Ouest et s'intégrèrent dans la Société d'Allemagne de l'Ouest ou d'autres pays occidentaux. D'autres demeurèrent dans des zones qui restèrent sous contrôle soviétique et furent dans certains cas jugés par des tribunaux soviétiques lors de procès qui ne respectèrent pas toujours les standards de l'état de droit. Paul Blobel, avant d'être exécuté, fut contraint par la SS en 1942 de superviser la Sonderaktion 1005, une opération secrète dont l'objectif était l'exhumation et la crémation des cadavres des victimes des exécutions de masse, effaçant ainsi la preuve physique des crimes. Les équipes de prisonniers qui réalisèrent ce travail furent systématiquement assassinées une fois leur tâche accomplie. La Sonderaktion 1005 représente l'un des efforts les plus délibérés de l'histoire pour la destruction des preuves d'un génocide. Et son succès partiel compliqua des décennies plus tard les efforts pour établir le nombre exact de victimes dans de nombreuses localités. Walter Blum, commandant du Sonderkommando 7A, fut condamné à mort lors du procès des Einsatzgruppen, mais sa peine fut commuée en prison à perpétuité par le haut-commissaire pour l'Allemagne, John McCloy, en 1951, dans le cadre des révisions de sentence de Nuremberg qui suivirent la nécessité politique de la remilitarisation allemande. Il fut libéré en 1955 et vécut en Allemagne de l'Ouest jusqu'à sa mort en 1974, sans faire face à aucun procès supplémentaire.
Le cas Blum illustre une dimension importante du problème de l'impunité. De nombreux criminels de guerre n'échappèrent pas à la justice, mais furent atteints par elle, condamnés, puis libérés prématurément pour des considérations politiques. Le résultat final en termes d'exécution des peines fut fréquemment similaire à celui de ceux qui s'étaient enfuis. Le débat historique et technique. Les techniques modernes de recherche historique ont transformé la capacité à résoudre des cas qui semblaient définitivement clos. Cette dimension technique et méthodologique mérite une analyse spécifique car elle anticipe les types d'informations qui pourraient émerger à l'avenir sur les cas encore non résolus. L'analyse de l'ADN a été l'instrument le plus révolutionnaire. Le cas Mengele fut le premier où l'ADN fut appliqué pour vérifier l'identité des restes d'un criminel de guerre nazi. Depuis lors, l'analyse de l'ADN est devenue un outil standard pour les cas où subsistent des restes osseux, mais une incertitude sur l'identité. Le cas Martin Bormann, résolu en 1998 grâce à l'ADN, est un autre exemple fondamental. Ces précédents suggèrent que si, à un moment donné, des restes attribués à Heinrich Müller venaient à apparaître, l'analyse de l'ADN pourrait résoudre définitivement le plus grand mystère des criminels de guerre nazis. La numérisation massive des archives historiques a créé des bases de données consultables qui permettent de croiser des informations dont la recherche manuelle exigeait auparavant des années dans des archives physiques dispersées à travers plusieurs pays. Le projet Bad Arolsen, qui gère la plus grande archive du monde sur les victimes du nazisme, forte de 30 millions de documents, a numérisé ces fonds et les a ouverts aux chercheurs ainsi qu'aux familles des victimes. Les recherches qui nécessitaient autrefois des déplacements physiques et des semaines de travail s'effectuent désormais en quelques heures. L'intelligence artificielle, appliquée à la reconnaissance des noms et des motifs dans les documents historiques, permet d'identifier des connexions entre les registres de différents pays mentionnant les mêmes individus sous des noms distincts. Des projets de recherche dans des universités allemandes, israéliennes et américaines développent des algorithmes capables d'identifier des références à une même personne dans des documents rédigés en plusieurs langues, avec des variations orthographiques et sous différentes identités, en croisant les registres d'Allemagne, d'Argentine, du Brésil, du Chili et d'autres pays. Les techniques d'analyse linguistique appliquées à des documents anonymes ou pseudonymes permettent, dans certains cas, de vérifier l'identité des auteurs de mémoires, de lettres et d'autres écrits découverts dans des archives, en les comparant à des écrits à l'auteur certifié du même individu. Cette technique a été appliquée à des documents trouvés dans les archives d'ex-nazis en Amérique du Sud afin de vérifier si certains textes anonymes correspondaient à des personnes spécifiques. Les archives photographiques numérisées, combinées à la reconnaissance faciale, ouvrent des perspectives qui seront explorées progressivement. Les registres photographiques de la SS sont vastes et beaucoup sont numérisés. La comparaison systématique de ces photographies avec les registres d'immigration latino-américains comprenant des photos pourrait éventuellement révéler des connexions non identifiées auparavant. Les restrictions éthiques et légales sur la reconnaissance faciale dans différentes juridictions compliquent cette application, mais le potentiel technique existe. La géolocalisation historique, qui combine des photographies aériennes de différentes époques avec l'analyse topographique, a permis dans certains cas de localiser des fosses communes qui n'apparaissaient pas dans les registres écrits, contribuant tant à établir le nombre de victimes qu'à documenter la présence d'unités militaires spécifiques dans des lieux concrets durant la période nazie. Cette information a servi à identifier des bourreaux auparavant inconnus. L'un des aspects les moins étudiés des fuites nazies est la dimension financière, d'où provenait l'argent qui permit aux fugitifs de s'établir dans de nouveaux pays, d'acheter des propriétés, de lancer des affaires et de maintenir des trains de vie confortables durant des décennies. La réponse, lorsqu'il a été possible de la reconstruire, révèle un système d'appropriation de richesses spoliées qui compléta le cycle de l'impunité. Les SS mirent en œuvre, dès le début des déportations, un système systématique de confiscation des biens des victimes. L'or dentaire, extrait des cadavres dans les camps d'extermination, fut fondu et converti en lingots qui intégrèrent le trésor du Reich sous le nom de code de Melmer Gold, ainsi dénommé d'après l'officier de la SS Bruno Melmer qui supervisa les transferts. On estime que la valeur totale de cet or, ainsi que des bijoux, devises étrangères et objets de valeur confisqués aux victimes de la Shoah, s'éleva à des milliards de dollars en valeur de l'époque.
Une partie de cette richesse fut transférée sur des comptes dans des banques suisses, un processus qui déclencha des décennies plus tard la controverse sur les comptes en déshérence suisses et qui aboutit à des accords de compensation pour les survivants et les héritiers des victimes dans les années 1990 et 2000. Les banques suisses versèrent en 1998 un accord de 1,25 milliard de dollars pour indemniser les héritiers des victimes dont les comptes avaient été retenus pendant des décennies. Une autre partie fut directement transférée à des réseaux tels qu'Odessa pour financer les fuites. Friedrich Schwend, dont le cas est analysé dans un chapitre précédent, fut l'un des intermédiaires clés. Les lingots d'or et les devises étrangères qui ne purent être transférés en Suisse avant l'effondrement du Reich furent, dans certains cas, littéralement enterrés dans des localisations connues des seuls responsables de la SS, récupérés ultérieurement et convertis en capital de départ pour les nouvelles vies des fugitifs. L'économiste et historien britannique Adam Tooze, dans ses recherches sur l'économie du Troisième Reich, a documenté l'ampleur de ces transferts et leur connexion avec les fuites de l'après-guerre. Les banques argentines reçurent, durant la période 1945 à 1955, des dépôts d'origine européenne, difficilement explicables par des flux normaux de capitaux, une anomalie statistique qui correspond à l'arrivée de fugitifs munis de ressources spoliées. Dans les années 1990, une enquête de la commission Eisenstadt du département d'État des États-Unis documenta les flux de capitaux nazis vers les pays neutres et leur destination ultérieure. Le rapport Eisenstadt, publié en 1997, révéla que l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Suisse et l'Argentine avaient reçu des quantités significatives d'actifs d'origine nazie pendant et après la guerre et que les démarches diplomatiques pour récupérer ces actifs avaient été insuffisantes dans la période de l'immédiat après-guerre. La connexion entre l'argent volé aux victimes de la Shoah et le financement des fuites des bourreaux ajoute une dimension particulièrement troublante au récit des disparitions nazies. Les victimes financèrent, involontairement, l'impunité de leurs assassins. L'histoire des fuites nazies et de l'impunité de l'après-guerre n'est pas seulement un objet de recherche historique, mais aussi un domaine dans lequel le débat méthodologique et les disputes sur l'interprétation ont été particulièrement intenses. Comprendre ce débat est essentiel pour évaluer les différentes versions disponibles de ces faits. La première génération de recherches sur les fuites nazies, représentée par des figures comme Simon Wiesenthal et les journalistes qui couvrirent les procès de Nuremberg, opéra avec des informations fragmentaires et des ressources limitées. Les récits qu'ils produisirent étaient fréquemment passionnés et parfois imprécis dans les détails, bien que fondamentalement corrects dans leurs grandes lignes. Wiesenthal fut critiqué à certaines occasions pour avoir exagéré son rôle dans certains cas ou pour avoir publié des informations sans vérification suffisante. Ces critiques, bien qu'en partie valides, ne discréditèrent pas la substance de son travail. La seconde génération, représentée par des historiens académiques comme Raoul Hilberg, auteur de « La destruction des Juifs d'Europe », publié en 1961, et Hannah Arendt, avec sa couverture du procès Eichmann et le livre qui suivit, Eichmann à Jérusalem, établit des cadres analytiques plus rigoureux. Hilberg documenta avec minutie la bureaucratie de l'extermination, montrant comment des milliers de fonctionnaires ordinaires participèrent à la machine sans nécessairement être des fanatiques idéologiques. Arendt introduisit le concept de « banalité du mal » pour décrire la mentalité d'Eichmann, une caractérisation qui généra des débats intenses sur la nature de la responsabilité individualisée au sein des systèmes criminels. La controverse sur Goldhagen et la thèse de l'exterminationnisme volontaire allemand, articulée dans « Les bourreaux volontaires de Hitler », publié en 1996, introduisit une nouvelle dimension au débat sur la responsabilité collective. Daniel Jonah Goldhagen soutint que les auteurs de la Shoah agirent par une conviction antisémite authentique et non par obéissance aveugle, une thèse qui fut contestée par des historiens comme Christopher Browning, dont la recherche sur le 101e bataillon de réserve de la police allemande suggérait que la pression du groupe et l'obéissance à l'autorité étaient des facteurs explicatifs plus pertinents que l'antisémitisme idéologique profond. Ce débat a des implications directes pour la compréhension des fuites. Si les bourreaux agirent par conviction, l'absence de repentir que documentèrent les journalistes qui interviewèrent Brunner ou Priebke s'avère psychologiquement cohérente.
S'ils agirent par obéissance, la question de savoir pourquoi ils ne révélèrent pas leur identité alors qu'ils auraient pu le faire devient plus complexe. L'historiographie la plus récente a intégré l'ouverture des archives d'Europe de l'Est, de l'Union soviétique et d'Amérique latine pour produire des tableaux plus complets. Des chercheurs comme Uki Goni en Argentine, Mario Ranaletti en Italie et Werner Röhr en Allemagne ont documenté des aspects spécifiques des réseaux d'évasion avec un niveau de détail archivistique que les générations antérieures ne pouvaient atteindre. Leurs travaux ont confirmé l'essentiel des récits précédents tout en y ajoutant des nuances et des corrections dans les détails. Le débat sur le rôle du Vatican demeure particulièrement actif. L'ouverture partielle des archives vaticanes en 2020 généra un afflux de recherches qui produisirent des conclusions variées. Certains historiens, comme l'allemand Hubert Wolf, ont soutenu que les actions de figures telles que l'évêque Udal ne représentaient pas une politique institutionnelle du Vatican, mais des initiatives individuelles que la curie romaine voyait avec inconfort. D'autres, comme l'américain David Kertzer, lauréat du prix Pulitzer pour ses recherches sur la papauté et le fascisme, soutiennent que la culture institutionnelle du Vatican de l'époque favorisait une priorisation de l'anticommunisme qui se traduisait par une permissivité de facto envers les fugitifs fascistes. Le legs et la mémoire. L'impunité des criminels de guerre nazis produisit des effets documentés sur les survivants de la Shoah et leur communauté. Les études sur le traumatisme psychologique chez les survivants réalisées depuis les années 1970 ont démontré que l'absence de justice formelle aggravait dans de nombreux cas les séquelles psychologiques. La sensation que les bourreaux vivaient libres, dans certains cas sous de nouveaux noms et avec des vies apparemment normales, ajoutait une dimension particulière au processus de reconstruction face au traumatisme. Simon Wiesenthal articula cette dimension à de multiples reprises. Pour lui, la traque des criminels de guerre avait pour but d'établir un principe, que les crimes de cette nature et de cette ampleur ont des conséquences, et que l'état de droit atteint même ceux qui crurent lui avoir échappé. Les processus de reconnaissance institutionnelle de ces faits par les États impliqués furent lents et politiquement complexes. L'Allemagne établit une culture de mémoire et de reconnaissance de sa responsabilité qui est internationalement reconnue. L'Autriche tarda davantage à reconnaître son rôle de participant actif au nazisme, soutenant pendant des décennies le récit de la première victime de Hitler. L'Argentine reconnut formellement dans les années 2000 le rôle de l'État péroniste dans l'accueil des criminels de guerre. Le Chili fit de même concernant les activités de ROF sous la dictature de Pinochet. Le processus de reconnaissance argentin connut un jalon en 2000, lorsque le gouvernement de Fernando de la Rúa déclassifia des documents du ministère des Affaires étrangères qui montraient le caractère actif de la politique d'accueil de la période péroniste. La décision d'ouvrir ces archives répondit tant à des pressions internationales qu'à la transformation du débat interne argentin sur la mémoire historique, un débat que la propre expérience de la dictature de 1976 à 1983 avait radicalisé. Le champ de recherche sur les fuites nazies et l'impunité de l'après-guerre demeure actif en ce premier quart du XXIe siècle. La numérisation massive des archives historiques, l'application de l'intelligence artificielle à l'analyse des documents historiques et l'ouverture continue d'archives auparavant classifiées génèrent constamment de nouvelles informations. Le projet Shoah de Steven Spielberg a numérisé et analysé plus de 50 000 témoignages de survivants de la Shoah, un matériel contenant des références à des bourreaux spécifiques qui ont, dans certains cas, ouvert de nouvelles lignes d'enquête. Les Arolsen Archives, qui contiennent 30 millions de documents sur la période nazie, achèvent leur numérisation et sont analysés de manière systématique. L'Université de Stuttgart et d'autres centres de recherche allemands travaillent sur des projets d'analyse informatique des registres de la SS, tentant de reconstruire les trajectoires individuelles des quelques 900 000 membres que compta l'organisation durant son existence. Ce travail a permis d'identifier plusieurs individus qui vécurent dans des pays occidentaux sous des identités qui n'avaient pas été reliées à leur passé jusqu'alors. En Amérique latine, des projets de recherche en Argentine, au Brésil et au Chili continuent d'examiner les archives d'immigration de la période de l'après-guerre, cherchant à identifier les individus qui firent usage de faux documents. Le cas de Heinrich Müller demeure le plus étudié parmi les cas non résolus, et chaque déclassification d'archives de la CIA ou du FBI génère un nouvel intérêt médiatique à son sujet.
la Zentralstelle à Ludwigsburg continue d'opérer, orientant ses enquêtes vers des cas de crimes commis dans les territoires d'Europe de l'Est où la documentation est plus fragmentaire et les témoins de moins en moins accessibles. Les archives de l'ancienne Union soviétique, partiellement accessibles depuis les années 1990, ont apporté des informations sur le destin de certains criminels de guerre qui tombèrent aux mains des soviétiques et dont le jugement ou la mort dans les camps soviétiques ne furent connus en Occident que des décennies plus tard. Les données disponibles sur les criminels de guerre nazis qui échappèrent à la justice permettent une approche quantitative de l'étendue du problème. On estime qu'environ 8000 personnes ayant participé aux crimes du régime nazi furent jugées dans toute l'Europe occidentale entre 1945 et 2005. L'Allemagne poursuivit environ 6500 d'entre elles, bien que le nombre de condamnations significatives soit substantiellement inférieur. Le nombre total de personnes ayant participé à la machine criminelle nazie, incluant les gardes de camp, les membres des Einsatzgruppen, les administrateurs de ghettos et les fonctionnaires des déportations, est estimé entre 200 000 et 250 000. La proportion entre les bourreaux et les personnes poursuivies en justice est, par conséquent, dramatiquement déséquilibrée. Sur les quelques 3000 criminels de guerre pour lesquels les organisations de traque possédaient des preuves suffisantes pour un procès mais qui restèrent en liberté, la grande majorité mourut de causes naturelles avant d'être capturés ou jugés. Le centre Simon Wiesenthal estime avoir contribué directement à la localisation et à la poursuite ultérieure de plus de 1100 criminels de guerre. Pour les milliers restants, l'impunité fut totale. Les généraux et hauts commandants militaires de l'armée allemande régulière présentent un cas d'une complexité supplémentaire. Beaucoup d'entre eux, condamnés lors des procès succédant à celui de Nuremberg, purgèrent des peines qui furent réduites de manière significative dans les années 1950 sous la pression politique de la remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest au sein de l'OTAN. Plusieurs généraux condamnés pour crimes de guerre dans les Balkans ou en Union soviétique furent libérés au début de la décennie 1950 et réintégrèrent à la société allemande sans autre conséquence. Ce que les archives historiques révèlent, dans leur ensemble, est un modèle d'impunité qui impliqua des acteurs multiples. Les fugitifs eux-mêmes, leurs facilitateurs ecclésiastiques, les États qui les accueillirent, les agences de renseignement qui, dans certains cas, les recrutèrent ou les protégèrent, et les systèmes judiciaires nationaux qui échouèrent à les poursuivre avec l'urgence et les ressources que ces crimes exigeaient. Les généraux et les commandants nazis qui ne furent jamais retrouvés disparurent avec de l'aide, et cette aide eut des visages, des noms et des archives que l'histoire est encore en train de reconstruire.